Merci déjà à Jacques quand même d'avoir dressé un panorama plutôt très exhaustif de la situation actuelle. Donc c'est toujours à la fois un plaisir et à la fois pas simple de faire un panorama comme ça des innovations thérapeutiques parce qu'il y a énormément de choses qui se font tous les ans et la présentation qu'on vient de voir l'illustre parfaitement. Alors je vais essayer de reprendre certains points et bien sûr pendant les questions s'il y a des choses qui restent pas très compréhensibles ou dont j'oublie de parler simplement, on y reviendra évidemment. Donc sur le plan des innovations thérapeutiques, la première chose, parce que là on parle de choses qui vont arriver, parfois on ne sait pas encore quand, mais il y a des choses qui se sont faites dans les années précédentes et qui sont en train de se faire actuellement. Sur le traitement par voie orale, là on a parlé beaucoup des injections, on va y revenir évidemment largement, mais il ne faut pas oublier que sur le traitement oral, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites ces dernières années. La première chose, maintenant ça nous paraît être une évidence, mais c'était pas encore le cas il y a quelques années. La plupart des traitements dont on dispose sont ce qu'on appelle des STR, donc des comprimés uniques qui comprennent toutes les molécules. Donc ça, évidemment, ça a été une innovation thérapeutique majeure dont on dispose et on bénéficie aujourd'hui. Ça existe en trithérapie, en bithérapie, on y reviendra. Donc toutes ces innovations-là, elles ont pour but de simplifier le confort de prise et d'essayer d'améliorer la prise du traitement par voie orale tous les jours ou pas tous les jours, ça aussi on y reviendra. Le but de ces innovations, c'est d'avoir une tolérance meilleure des molécules antirétrovirales, d'avoir moins d'interactions médicamenteuses, d'avoir aussi des comprimés plus petits, parce que c'est pour certaines personnes quelque chose de très important. On y est confronté en consultation. Une des innovations qui est toujours actuelle, c'est d'avoir des nouvelles molécules dans les familles médicamenteuses qui existent déjà. Vous savez qu'on a essentiellement 4 familles médicamenteuses. On a les analogues nucléosidiques, les non nucléosidiques, les antiprotéases, les anti-intégrases. Et on a toujours des molécules qui continuent d'apparaître dans ces familles. Par exemple, la doravirine, dont le nom commercial est Pifeltro, ou Delstrigo pour parler du STR. C'est une innovation thérapeutique puisqu'on l'utilise aujourd'hui et ça nous rend bien des services. C'est une molécule qui a très peu d'interactions médicamenteuses et donc qui a beaucoup d'intérêt dans ce cadre-là. L'islatravir, c'est un peu particulier, c'est une molécule qui est un inhibiteur de la transcriptase inverse, mais qui agit avec un mécanisme d'action différent, donc c'est un peu à cheval entre une nouvelle molécule et une nouvelle famille médicamenteuse. Dans les nouveaux modes d'administration, on a beaucoup parlé des injections, donc il y a cabotegravir, rilpivirine. Jacques en a parlé dans la présentation, Marc va en reparler assez longuement tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre dessus, si ce n'est pour dire que ce sont des injections intramusculaires. Donc intramusculaire, ça veut dire qu'on ne peut pas les faire tout seul, donc ça suppose une organisation au sein des services hospitaliers et dans les centres de soins en ville qui va pas être évidente. Donc ça, on va y revenir aussi parce que j'imagine que vous aurez beaucoup de questions sur ça et c'est surtout un traitement qui va arriver dans les toutes prochaines semaines, donc c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui. Ça utilise des molécules de 2 familles qu'on connaît, donc c'est les anti-intégrases pour le cabotegravir et c'est les analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse pour la rilpivirine. Et ça présente un avantage, ça veut dire que on connaît bien ces familles, on connaît leurs avantages, on connaît leurs inconvénients, et donc ça présente un inconvénient majeur qui est que quand on a déjà été exposé à ces traitements et qu'on a de la résistance dans le passé à ces traitements, on pourra, chez certaines personnes, ne pas les utiliser du fait de ces résistances et de ce risque d'échec virologique. Et donc ça aussi, c'est des discussions qui reviennent souvent dans les discussions et sur lesquelles on reviendra probablement à la fin de la présentation. Dans les traitements injectables, il y en a un autre dont Jacques Rennes a parlé qui s'appelle le lenacapavir. Donc là, on est plutôt sur une échelle de 2, 3, voire 4 ans. On ne sait pas encore exactement, mais c'est une nouvelle famille thérapeutique. C'est un inhibiteur de capside. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout pour l'instant et qui, sur le plan pratique, aura l'avantage de pouvoir être dispensé par voie sous-cutanée. Donc la voie sous-cutanée, c'est un peu ce qu'on fait par exemple dans le diabète avec l'insuline. Donc c'est des choses qu'on peut faire tout seul. C'est beaucoup plus simple qu'une injection intramusculaire. Et ça pourrait se faire tous les 6 mois. Donc vous voyez qu'on commence à avoir des perspectives de dispensation du traitement beaucoup plus espacées. Le problème pour le moment du lenacapavir, c'est qu'il n'a pas de partenaire. Or vous savez que on ne fait pas ou quasiment pas de monothérapie antirétrovirale parce qu'on a un risque d'échec virologique et de résistance et donc il faudra, quand on aura des traitements comme ça à ce point-là innovants, leur trouver des partenaires d'efficacité virologique pour pouvoir éviter évidemment l'émergence des résistances.
L'autre innovation thérapeutique dont on peut parler et qui n'a pas été abordée dans la présentation de Jacques Rennes, c'est les innovations qui concernent les stratégies thérapeutiques. On utilise maintenant beaucoup de traitements intermittents. Donc les traitements intermittents, ça signifie ne pas prendre son traitement tous les jours, les prendre les prendre pendant 5 jours ou 4 jours et essentiellement ne pas prendre le samedi, le dimanche ou le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a racontées pendant des années, donc c'est pas toujours simple à proposer pour les médecins, à comprendre pour les patients. Donc aussi, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. On peut se permettre de le faire aujourd'hui parce qu'on a des médicaments qui sont très puissants et on ne pouvait pas se permettre de le faire avec les médicaments qu'on avait avant. Et on peut le faire dans certaines situations et pas dans toutes les situations. C'est la raison pour laquelle on insiste toujours énormément là-dessus. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tout seul dans son coin, mais il faut vraiment en parler avec son médecin parce qu'il y a vraiment des conditions qui nous permettent de pouvoir proposer ce genre de traitement. Donc c'est très intéressant, mais il faut que ça se fasse de manière sécurisée pour pas se mettre en échec virologique et pour ne pas pouvoir par la suite bénéficier de d'autres innovations thérapeutiques. Ces traitements intermittents, pour l'instant, ils sont évalués en trithérapie. Ça a été très bien évalué dans un essai notamment français récent qui n'est pas encore publié mais qui va l'être très prochainement et qui a été présenté dans différents congrès qui s'appelait Quatuor, auquel certains d'entre vous ont participé d'ailleurs. Et donc on sait que ça fonctionne quand on a déjà une charge virale indétectable en gros depuis un certain nombre de temps avec toutes les molécules qui ont été testées dans les différentes familles thérapeutiques. Il y a un essai actuellement à la NRS en cours sur la même stratégie mais avec des bithérapies antirétrovirales. Donc ça on y reviendra si vous avez des questions, mais pour l'instant cette stratégie n'est pas validée et donc on ne peut pas la proposer en dehors de recherches cliniques ou au cas par cas tant qu'on n'a pas des données un peu plus solides. Et enfin, donc pour terminer, ça a été largement abordé dans le topo de Jacques Rennes, c'est les personnes qui sont en multi-échec virologique, en multi-échec thérapeutique. Donc ça c'est les personnes qui ont une infection pas contrôlée actuellement, une charge virale détectable parce que le virus est très résistant au traitement et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de trouver la meilleure combinaison thérapeutique qui va permettre de rendre la charge virale indétectable. Quand c'est comme ça, on essaye d'analyser la situation. On essaye d'utiliser au sein des molécules qui existent déjà sur le marché celles qui gardent une efficacité sur des virus qui sont résistants. C'est souvent le cas en fait des dernières molécules dans les différentes familles. Donc par exemple la doravirine, Pifeltro pour les analogues non nucléosidiques, par exemple Tivicay, dolutegravir ou Bictegravir qui est dans le Biktarvy pour les anti-intégrases. Mais chez ces personnes, on a souvent besoin d'aller chercher des molécules qui n'existent pas encore et en fait qui sont en cours d'essai ou qui vont arriver prochainement sur le marché mais qu'on n'a pas. Et donc ça c'est le lenacapavir dont on a parlé déjà un peu tout à l'heure. C'est l'islatravir qui est en cours d'élaboration, d'essai et qui pourrait nous rendre des services pour ça. Et il y a un traitement dont Jacques n'a pas parlé qui s'appelle l'ibalizumab. Donc l'ibalizumab c'est un peu particulier, c'est pas un traitement antiviral, c'est un anticorps monoclonal anti-CD4. On utilise beaucoup les anticorps monoclonaux dans plein de maladies, dans des maladies inflammatoires, dans le cancer maintenant, dans pas mal de pathologies. Et donc là, ça revient à faire ce que fait le système immunitaire normalement, par exemple pour lutter contre une infection, fabriquer des anticorps qui vont neutraliser certaines cibles. Et donc là, on va faire des anticorps anti-CD4 pour que le virus ne soit pas capable de se fixer au CD4 et d'infecter une cellule. Donc ça, c'est réservé uniquement aux virus multirésistants. On l'utilise pas du tout. Déjà, ça coûte très cher. C'est pas très efficace, mais ça permet de rattraper certaines situations dans ces conditions de multi-échec virologique. Donc voilà, j'ai dit pas mal de choses. J'espère que ça permet de dresser un peu le paysage de tout ça et on pourra revenir sur certains points si vous avez des questions. Je pense que c'est assez bien résumé. Juste quand même une question voilà, de quelques internautes là, qui nous parlent de l'islatravir. Qu'en est-il là? Il semble qu'il y ait quelques éléments d'arrêt de traitement ou d'arrêt d'essai. Qu'est-ce que tu en sais?
Donc l'islatravir, effectivement, il est évalué en ce moment dans beaucoup d'essais, que ce soit chez le patient naïf, chez le patient pré-traité, ça date d'il y a quelques jours. Il y a un des essais qui vient d'être arrêté parce qu'il y aurait peut-être une toxicité lymphocytaire de la molécule, en tout cas de la combinaison, parce que c'est combiné à la doravirine. Pour l'instant, on n'a aucune donnée supplémentaire sur ça. On sait juste que l'essai a été suspendu et le laboratoire n'a pas du tout communiqué pour l'instant sur ça, et donc j'ai aucune donnée précise sur ça. Donc voilà, c'est une information, mais on n'ira pas plus loin sur ce sujet. Mais ça montre aussi qu'il y a une vigilance évidemment extrêmement forte quand il y a des molécules à l'essai et qu'on suspend les essais cliniques quand on a le moindre doute sur une toxicité, évidemment, parce qu'on ne peut pas se permettre d'exposer les gens à des toxicités quand on ne les connaît pas encore.